Votre programme moto avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards. Bonjour à tous, Giacomo Agostini, ça vous parle? Le pilote le plus titré de tous les temps sera sur le plateau de Sans Concession. Ça va se passer derrière moi sur le stand Yamaha Classic. On est au salon Moto Légende et on va se régaler. Nous sommes donc sur le stand Yamaha Classic au salon Moto Légende avec de superbes machines de Giacomo Agostini et nous recevrons Giacomo Agostini, la légende de la course moto, la légende des Grands Prix. Mais auparavant, nous sommes en présence de François Tarroux, directeur marketing compétition de Yamaha Motor France qui nous accueille. Bonsoir David. Et Hubert Rigal qui nous a amené ses superbes motos. Bonjour Hubert. Bonsoir David. Nous sommes également, évidemment, comme chaque semaine, avec Eric Sélis. Salut Eric. Salut David, bonsoir messieurs. Hello Eric. Le salon Moto Légende, c'est incontournable. Yamaha y est chaque année. Hubert, t'amènes ces belles motos chaque année? Depuis des années déjà, Yamaha est présent sur le salon Moto Légende avec des thèmes différents à chaque fois, mais toujours d'excellentes machines. Est-ce que c'est la première fois que Giacomo Agostini vient sur ce salon très populaire en France? Tout à fait, c'est la première fois que Giacomo vient sur ce salon-là, dont la joie de le recevoir bien sûr. Ouais, alors Eric, Giacomo Agostini, pour rappel, 15 titres de champion du monde, c'est le meilleur pilote de tous les temps au niveau du palmarès. Oui, ça reste la référence et on a pendant longtemps espéré que Rossi revienne un petit peu à sa hauteur. Ça ne sera pas le cas, mais lui il reste devant et puis on verra combien de temps ça va durer parce que ça ne va pas être simple de refaire ce que lui faisait par le passé. Giacomo a couru pour la première fois pour Yamaha en 1974. En mars 1974, aux 200 miles d'Imola, avec la première sortie de la TZ 700, 4 cylindres, 2 temps. Première sortie, première victoire, et de la moto et de Giacomo Agostini. C'était celle-ci. C'est celle-ci qui est présentée là. Il a fini sa carrière en 1977. Sa dernière course, il a remporté l'épreuve, le championnat du monde 750, avec une OW31, celle-ci. C'est celle-ci. Que vous avez là. Très bien, merci Hubert. Hubert. La première et la dernière de Giacomo. François Tarroux, tu es de retour dans la famille de la moto. Tu arrives, tu es au salon Moto Légende. Giacomo Agostini, il vient pour toi. je reconnais bien là ton humour. Écoute, j'aurais pas du tout cette prétention, mais je serais ravi en tout cas si j'ai la possibilité de le rencontrer et de l'écouter parce que c'est quand même un moment de chargé d'émotion que d'être face à lui, quoi, ça c'est sûr. Depuis combien de temps tu as pris tes fonctions de marketing, marketing compétition chez Yamaha Motor France? Depuis presque 2 mois, j'ai eu le bonheur de rejoindre l'équipe Yamaha France le 1er octobre et le 2 octobre, on était sur la première journée du salon de la moto à Paris. Ah oui. Donc ça n'a pas traîné quoi. Voilà. Ces motos là, ça t'évoque quelque chose, ces motos, ces 750 de Hago? Oui, bah, moi je peux pas m'empêcher quand je regarde ces motos là de voir des œuvres d'art. Il y a une telle harmonie, une telle perfection dans l'équilibre des lignes. Alors après voilà, j'ai jamais piloté ou conduit une moto comme ça. Je suis loin d'avoir la capacité, mais c'est magnifique. Essaie de pas trop dire c'est des œuvres d'art parce que j'aimerais bien les rouler un jour. On en parle avec Hubert tout à l'heure. David c'est plutôt César lui au niveau des œuvres d'art. C'est ça. Surtout que l'assurance passera par mon bureau donc bon. François, la moto, tu reviens dans le monde de la moto. C'est un monde que tu as connu pendant longtemps et puis tu l'as quitté et tu reviens. Pourquoi? Tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ton parcours? Alors, mon parcours est très rapidement, j'ai commencé à travailler en agence de communication et marketing. Et puis après, j'ai rejoint la marque Harley-Davidson à la fin des années 90, début des années 2000, à l'époque où la marque était pas très bien portante sur le marché. Et donc après, tu es parti de la moto? Alors après, j'ai quitté la moto parce que j'ai été appelé par le barbecue. Je me suis occupé de la marque Weber pendant 3 ans. On en a beaucoup parlé. Ouais.
Mais oui, mais c'était. Alors mon fils m'avait dit, mais je comprends pas très bien. En fait, tu changes pas tellement parce que si tu pars dans le barbecue, ça chauffe, ça fume, ça pue. C'est un peu comme la moto, quoi. C'est bien. Bon humour. Il est dans l'air du temps. Il est écolo. Oui, c'est ça. Il est un peu green. Et là, je viens de passer 2 ans dans une marque d'appareils photo, donc la célèbre marque Nikon. Ouais. Et alors, pour répondre à ta question, en commençant à discuter avec Yamaha, évidemment, pour moi, le bonheur, ça a été de revenir dans le monde de la moto parce que ça me manquait. Et je regrette pas du tout ce nouveau mouvement parce que j'y retrouve beaucoup d'émotions, beaucoup de relations, un côté humain extrêmement fort et puis une marque que j'adore depuis gamin. Voilà, donc, Par contre, tu vas te couper avec ton fils, avec ces motos-là. Parce que ça fume aussi. Ça hein. fume, hein. Ouais, ça chauffe, ça fume. Hein. Bon, mais on verra avec Hubert. Hubert, toujours de bonne Ça foi. fume de moins en moins. Merci Hubert. Hubert, ces motos-là, c'est des motos de collection. Toi, tu gères cette collection. Comment ça se passe exactement? Ouais, en fait, pas mal de ces machines font partie de ma collection personnelle que j'ai acquérie depuis très longtemps. Et on a la chance d'avoir un accord avec Yamaha Europe qui nous permet de les entretenir. Parce que forcément, financièrement, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et puis le problème, c'est que, c'est pas un problème, mais comme on fait courir des pilotes champions du monde, on ne peut pas se permettre de les faire rouler sur des circuits, même si ce n'est pas des compétitions. Parce que avec ces motos roulent, hein, on le précise. Absolument, avec des motos qui ne sont pas en état. Donc vous pouvez remarquer que ces machines-là sont équipées de freins et d'amortisseurs modernes. On va faire rouler Agostini avec des freins qui ont 40 ans. Ouais. Donc Ouais, parce les que tout pneus, est les freiné. freins, les amortisseurs, tout ce qui est sécurité, c'est du moderne. Elles sont presque plus belles qu'à l'époque. Elles sont plus performantes en tout cas. Alors, les événements classiques, les incontournables, il y a le salon Moto Légende, mais les événements où ça roule, il y a les bikers classiques, il y a les Non. coupes Moto Légende, il y a quoi encore? Le salon Moto Légende, c'est un salon. C'est un salon. Voilà, mais les coupes Moto Légende sont organisées sur le circuit de Dijon tous les ans depuis 20 ans. Ouais. Yamaha y est Voilà. avec Donc là, c'est sur un classique. circuit moderne, Ouais. avec des structures modernes, et on roule sur ces circuits-là. Ce ne sont pas sur des compétitions, ce sont des démonstrations. Donc il n'y a pas de notion de chronométrage. Et chacun Mais bon, roule ils se prennent au jeu à quand sa même. main. Le problème, c'est que quand on roule, moi je roule à ma main, voilà. Mais quand Christian Saron roule avec nous, lui c'est gaz, et dès qu'il a fermé la visière, c'est chrono. Les autres Est-ce aussi, qu'il avec est-ce qu'il a Eric- pu rouler autrement, Christian? Est-ce qu'il a pu rouler Non, autrement? il a jamais su. Hubert Rigal est le chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Hubert Rigal a toujours été le chef et sera toujours le chef. Oui, chef. Saron, c'est particulier. Il nous a transformé une 750 en armoire Louis XVI déjà. Ouais, on l'avait vu au bol d'argent aussi, hein, avec, il avait fait équipe avec Eric Courly et Eric était inquiet parce qu'il prenait pas le départ et en fait Christian avait décidé, parce qu'il roulait avec une 600 à l'époque, il avait décidé de boucler le premier tour en tête devant les 1000 Ouais. et il n'a jamais Au terminé le Castellet, premier c'est tour. difficile. Christian, en fait, c'est un cas particulier. On fera une émission avec Christian, consacrée à Christian. D'ailleurs, il y a un motard, une histoire, Christian Saron, qui est toujours dans les cartons et la sortie est imminente. François Tarou, les événements comme ça, qu'est-ce que ça représente pour Yamaha, les événements classiques? Est-ce que c'est une part importante dans la stratégie de la marque? Bah, moi, je pense que c'est absolument essentiel. En 2020, on va fêter les 65 ans de la marque. Donc c'est pas rien, c'est un beau rendez-vous chronologique. Et dans ces 65 ans, sont nés sur la route ou sur la piste des motos mythiques, des motos qui font encore rêver, des motos qu'on cherche à tout prix. Et donc on ne peut pas laisser à l'arrière ce type de développement, ce type de passion, ce type d'émotion et de sentiments que tous les visiteurs là du salon ont. Donc œuvre d'art ou pas, moto performante, ça fait partie des jalons qui ont créé une forme de légende. Et Yamaha est une légende aussi. Donc, Alors, sur le stand, on a aussi une R1 de 1998, il y a 20 ans. Et c'est l'occasion pour nous de parler des motos de la gamme moderne Yamaha. Et pour en parler, on va accueillir Mathias Gringuet. L'année 2019 sera marquée par une impressionnante série de nouveautés signées Yamaha, à commencer par une simple refonte esthétique de la gamme MT, qui sera proposée dans un coloris flashy, blanc et rouge, nommé Ice Fluo.
Nouveau coloris également pour l'emblématique R1 qui célébrera son 20e anniversaire aux couleurs de la version rouge et blanche de 1998. Du côté des petites cylindrées, les changements ne sont pas seulement cosmétiques. Un X-Max 125 nommé Iron Max et avec les sportives YZF R 125 et YZF qui adoptent une distribution variable. Ça bouge encore davantage pour les moyennes cylindrées avec une Tracer 700 GT, la Ténéré 700 qui arrive enfin, et un hommage à la XT500 sur base de XSR nommée X-Tribute. Enfin, Yamaha assume complètement son orientation 3 roues avec un concept 3CT et la Niken qui se décline en version GT. Mathias Gringuet, tu nous as rejoint, tu travailles donc avec François Tarou au marketing. Bonsoir, tout à fait. Voilà. Yamaha cultive son héritage, notamment la R1. Elle ressort dans un coloris anniversaire, c'est ça? Exactement, pour le 20e anniversaire de la R1, on l'a ressorti dans une livrée GYTR, donc équipée comme la moto des 8 heures de Suzuka avec toutes les pièces racing qui sont nos pièces référentes dans le monde de la compétition. D'accord. Et donc il y a aussi la R1 est mythique, la Ténéré est mythique. Yamaha ressort une Ténéré cette année. Tous les ambassadeurs ont pu voyager aux quatre coins du monde et valider toutes les caractéristiques en dynamique de la moto. Eric, toi tu étais à Milan, Oui. Tu as pu voir la XSR 700 X-Tribute. Oui. Tout Donc à fait. hommage à la 500 XT des débuts Exactement. de Il y avait Yamaha au Dakar. un très beau stand et effectivement on retrouvait la R1, la Super T et ce revival un petit peu du passé. C'est toujours sympa, c'est toujours agréable. Après il faut effectivement entretenir la fibre et je pense qu'en fonction des catégories de machines c'est peut-être plus ou moins facile, on va dire, non? Effectivement, et particulièrement quand on a un héritage tel qu'on l'a connu avec toutes les victoires au Dakar et l'héritage de tout ce qu'on peut connaître en termes d'XS comme notamment pour la XT500. Là c'est pas facile de revenir au plus haut niveau. C'est vaste, l'héritage est vaste et en plus Yamaha travaille le secteur néo-rétro avec la section Yard Built, c'est des préparations. On a Ironwood Custom, on a Miss Biker, on a le French Atelier, on a Motorrad Klein récemment qui ont préparé des Yamaha. En quoi ça consiste la section Yard Built? Comment on appelle ça? Alors en fait le programme Yard Built c'est un programme européen où Yamaha Europe missionne tous les distributeurs afin de recréer et de customiser un pays selon certaines directives. Et particulièrement sur un modèle, la XSR 700. Et effectivement, nous, cette année, on est allé chercher le French Atelier, Ouais. avec laquelle on a présenté une moto et une mini-moto, donc XSR 700 et une base de TTR 110 qui ont été modifiées dans l'esprit Faster Sons. Donc en gros, c'est le confort d'une moto. Faster Sons, tu peux expliquer? Exactement, voilà. Donc c'est le confort d'une moto moderne avec toutes les caractéristiques d'une moto du passé. Pendant les 3 saisons où Giacomo Agostini pilotera une Yamaha, il remportera 9 grands prix, un titre en 350 et un autre en 500. Il influencera un grand nombre de pilotes tels Christian Saron. Giacomo, c'est pour moi un pilote modèle. Dans son style de pilotage, ses trajectoires très propres et aussi son charisme, il est toujours très gentil avec tout le monde. Avec moi, je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber. Avec sa femme, oui. Avec les deux. In 77, I think, okay, it's many years I race and I win everything, and I think now is the time to stop. So I decide maybe 2-3 weeks before, 1 month before, I decide, okay, this is my last season. Giacomo Agostini, l'éternel, le fantastique, au salon du Paul Ricard. It was very, very, very hard to decide to stop race. It was very, very hard. I cried for 3 days, but I think, okay, it's the moment, and I have a lot from my sport, I have a lot from my life, so
I give the way to the other people, to the young people. He was the champion at that time, and to be racing with him, fighting with him was something special. He had such a beautiful riding, such a beautiful style. I can remember that, and he was a great, great champion. People tend to forget that when he passed from the 4-stroke MV to the 2-stroke Yamaha in Daytona, his first race on the 750, he has beaten Kenny Roberts himself, and I have a lot of respect for, of course, Giacomo, for his riding, for his talent, but also his long career and his personality. He's a good friend. Merci Eric de Seine de nous avoir rejoints. Bonjour. Oui, bonsoir. Tu es de passage par le Salon Moto Légende. Tu viens chaque année? Oui, je viens chaque année. En général, je viens le vendredi soir et puis je repasse le dimanche matin. Mais là, exceptionnellement, j'ai un week-end un peu compliqué. Alors du coup, je suis venu un peu plus tôt. Un week-end un peu compliqué. Tu vas croiser Giacomo? Alors il y a Giacomo qui vient tout à l'heure. Mais j'ai le président Japon qui arrive tout à l'heure et je dois aller récupérer à 7h15 à son hôtel. Ton cœur balance entre le président et Giacomo? Non, me demande pas ça. Ça c'est pas la bonne question. Non, mon cœur est grand et généreux. D'accord. On va parler des actualités en ce début d'hiver avec la nouveauté Niken que tu connais bien, la Niken GT qui vient d'arriver. Elle arrive quand en concession, cette Niken GT? Écoute, elle arrive vraiment pendant l'hiver. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'initialement, les deux motos devaient se suivre à peine 2 mois d'intervalle. Et j'avais demandé au Japon de ne pas le faire, parce qu'on savait depuis le début qu'il y aurait une demande pour une Niken GT. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour le savoir. Mais je trouvais ça dommage que la GT puisse étouffer la recherche de la compréhension de ce qu'était la Niken par son châssis. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait au moins 6 mois d'écart entre les deux, pour que d'abord on explique ce qu'est la Niken, tous les avantages du châssis, de sa partie cycle et du plaisir de pilotage que l'on a, pour ensuite venir sur une application GT. Mais que le GT ne vienne pas étouffer cette âme de rebelle qu'a la Niken. On est en décembre, c'est l'heure des cadeaux de Noël. Il y a pas mal de livres qui sortent, à commencer par un livre que tu as écrit, Eric. Oui, un livre sur les saisons d'autopromotion. Je ne suis pas le seul auteur, il y a Pascal Litt aussi qui m'a aidé. Et en fait, on a retracé le parcours de Ducati en MotoGP depuis leur arrivée moderne, hein, la période moderne. Donc avec Capirossi. Voilà, depuis 2003 jusqu'à Valence, il n'y a pas très longtemps. D'accord, alors il y a un livre qui concerne un peu plus Yamaha. C'est un livre écrit par notre collaborateur Michel Turcot sur Valentino Rossi qui s'appelle Valentino avec Rossi. De très belles photos. Avec de très belles photos, voilà, dans tous les bons kiosques. Un livre écrit par Jacques Bussier sur le Tourist Trophy aussi, superbe livre en vente. Un livre écrit par Eric Lobo sur Harley-Davidson, Par-delà l'horizon, on en a déjà parlé. Le livre de Jean-Marc Thévenet qu'on a accueilli dans son concession chez Harley-Davidson toujours. Et puis Jean Basselin qui a écrit un livre sur les motos et les voitures de Johnny Hallyday. Je pense que Jean est dans le coin. Hein. Oui, Jean est sûrement dans le coin, mais surtout les livres de Jacques, il ne faut pas se contenter des photos. Et il faut vraiment rentrer dans le texte. Oui. Parce que les textes de Jacques, c'est toujours un plaisir. Alors, un peu plus cher qu'un livre, il y a la R1M, hein, dont les réservations ont été ouvertes. À peine. À peine plus cher qu'un livre. 2 livres. Ouais. Ah ben la R1, de toute façon, il y en a une qui est là, l'anniversaire, les 20 ans de la R1. Ouais. Nous, c'est notre première course il y a bientôt 20 ans. En 99, on fêtera les 20 ans d'ailleurs. Au Castellet. D'ailleurs, peut-être. Vous auriez pu faire une livrée jaune et grise, pardon. Jaune et grise, Motorevue l'intégrale. Oui, mais le 20e anniversaire, bien sûr. Suzuka lui va bien. Alors la R1, on en a parlé déjà de cette R1 avec les couleurs d'il y a 20 ans. Est-ce que Eric, tu vas obliger François à rouler sur piste avec la nouvelle R1 ? J'espère que je ne vais pas l'obliger. Parce que toi, tu pratiques plus souvent possible. Oui, le plus souvent possible. De toute manière, mais je pratique, ça fait peut-être fantasmer, évidemment avec des R1. Et mon meilleur souvenir cette année, c'est incontestablement la R1, d'ailleurs 20e anniversaire telle qu'on l'a faite là, c'est-à-dire avec l'ensemble des pièces GYTR dessus, que j'avais eu la chance de pouvoir essayer à Portimao en janvier.
et c'est formidable. R1, anniversaire et circuit, ça fait partie aussi des grands bonheurs que nos métiers nous donnent, d'apprendre, d'aller encore plus loin. Et je dois avouer que ça fait très longtemps que j'ai pas mis 2 roues sur un circuit. J'ai hâte, j'ai très hâte. Alors justement, nous on a eu hâte aussi d'essayer une Yamaha. On regarde tout de suite l'essai de ce numéro de Sans Concession. Sur le circuit d'Issoire et pour ce Sans Concession spécial moto de légende, David a essayé la 350 TZ 1978 de Christian Saron. Ça, c'est un bicylindre, 350 cm3, ça se conduit facilement. Alors, le 350 avait ça de mieux que la 250, qu'on n'a pas ici, c'est qu'avec la cylindrée supérieure, le moteur était un petit peu plus coupleux, un peu plus puissant, bien sûr. Donc, en gros, on allait à une 250 rouler aux environs, sur les circuits rapides, aux environs de 225-230 km/h. Une 350 aux environs de 240-250 km/h. Ah. Voilà. Et c'est un petit cuir, ça? C'est un de mes cuirs du Bol d'Or 94. Un cuir d'endurance. Cuir d'endurance. Tu crois que je vais rentrer dedans? C'est des motos d'avant, je prends un cuir d'avant. D'accord, on va essayer. Quand on est dans les tours et qu'on remet les gaz, même avec la petite 350 comme ça, il y a du mouvement, ça part quoi. L'arrière, il part tout de suite. Mais tu as vu, aussi au freinage, il faut s'y prendre à l'avant, ça freine pas très bien. Ouais. Ça ressort pas des virages, donc il ne faut pas se tromper de vitesse. Là, tu n'as pas le choix. Tu te trompes de vitesse, tu ne ressors même pas, quoi. Elle s'engorge. Tu gardes un œil sur le compte-tour en permanence avec ces machines. Et 2 doigts sur l'embrayage. Et 2 doigts sur l'embrayage en cas de serrage. Voilà. Ça se manifeste comment? L'arrière se bloque. Tu coupes les gaz, l'arrière est bloqué, bah, tu pars en travers et tu es jeté. Voilà pour l'essai de cette Yamaha. On passe tout de suite au top et au flop. Notre premier top, c'est une initiative d'un pilote de la marque Yamaha, Valentin Grimaud. On est à l'intersaison et il y a des pilotes qui se bougent. Valentin en fait partie. Il a fait un clip, il s'est improvisé chanteur. C'est un pilote que tu soutiens, Eric. Oui, Valentin, c'est vraiment un pilote super attachant. Et en fait, merci Facebook parce que ce sont des fans de Facebook qui m'ont alerté sur Valentin il y a quelques années où il avait fait une superbe course en promo sport à Pau-Arnos où sous le mouillé il était parti dernier et il avait gagné. Et on m'a dit ce jour-là, voilà, après Saron, il y a Grimaud. Et donc je me suis intéressé à Valentin. J'ai souvent essayé de conseiller son père qui est un passionné, qui connaît très bien la moto, son frère Pierre qui roule aussi en 600. Et vraiment c'est une famille qui est dédiée à la moto et à chaque fois que j'ai pu les aider, les conseiller, les accompagner, je l'ai fait. Et Valentin était quelqu'un d'assez, enfin même plus que assez, très attachant, parce qu'il court, mais il veut toujours avoir un message, il veut toujours regarder vers les autres. Il aide déjà des plus jeunes que lui, il va s'entraîner avec des plus jeunes. Il a vraiment une approche, il a une approche qui n'est pas du tout égoïste et individualiste. Je dirais même qu'il est dans une approche globale en fait, parce qu'il fait la com par exemple de Jules Cluzel. Il s'occupe un peu de communiquer pour Jules Cluzel et c'est vrai qu'on pourrait presque dire qu'il a une vision à 360 de la course, ce qui est rare en fait parce que souvent on dit la Blue Crew Academy, on leur parle les jeunes pilotes de communiquer, de faire passer des messages, etc. Lui, il est complètement là-dedans. On va quitter quelques instants la compétition pour y revenir avec Giacomo tout à l'heure, évidemment. Pour le flop, puisqu'il y a un flop, c'est le baromètre Fondation Maïf Yves Star qui a été publié récemment, qui fait état d'un usage du smartphone au volant de manière très importante. Et d'après ce baromètre, un conducteur sur 2 ne peut se passer du téléphone au volant. Évidemment, ça nous concerne directement avec l'accidentologie. C'est un vrai flop. Oui, puis c'est un vrai danger. Et c'est dommage que malgré les campagnes de communication, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de modification malgré la répression aussi. Et en fait, le problème, c'est qu'on a des maires très innovants qui essayent de nous faire ralentir
et de trouver des chicanes et de créer en permanence une congestion du trafic, alors évidemment que ça incite les gens à reprendre leur portable. Si on roulait à vitesse normale, on serait concentré sur la route et on oublierait le portable. Donc surtout, messieurs les politiques, essayez de nous faire des voies de circulation qui permettent de circuler et d'arrêter d'être arrêtés. Ouais. Mais l'étude dont tu parles fait état de l'utilisation des smartphones au volant. Alors, je vais peut-être pas être très politiquement correct, mais je crois qu'il faut faire aussi très attention à l'utilisation des smartphones au guidon. Et le fléau est aussi dans ce sens-là. Et je pense que c'est un message à faire passer, c'est arrêtons quoi. Arrêtons nous aussi déjà, montrons l'exemple sur des deux roues, que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Quitter la route pour... Oui, enfin on voit très souvent les gens qui regardent peut-être un petit GPS, ça arrive. Merci messieurs, merci Eric de nous avoir rejoints. Non, merci à vous. François, merci de nous avoir accueillis. Merci David, merci Eric. On est au salon Moto Légende, on passe à la rubrique C'était mieux avant. La rubrique C'était mieux avant avec notre chroniqueur Jean-Louis Basset. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, bonjour. Et avec nous également le rédacteur en chef de Moto Revue Classique, Christophe Game, qui nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour Christophe. On a beaucoup parlé des TZ depuis le début de l'émission. En attendant Giacomo, les TZ de Giacomo, les compés clients d'avant étaient-elles plus abordables pour les pilotes que les machines d'époque? Est-ce que ces machines, elles étaient directement transposables à la compétition, Hubert? On parle des TZ, c'est des motos de compétition à la base. Ouais. Mais c'était des compés clients, elles sont sorties en compé clients. Oui, compé clients, non, elles étaient un peu moins performantes que ce que l'on appelait les motos d'usine, qui étaient plutôt rares, réservées aux pilotes de haut niveau. Et en principe, il n'y en avait pas énormément. Hein. Il y avait quelques pilotes, une dizaine de pilotes qui bénéficiaient de ces machines-là. Parce qu'on a vu des pilotes quasiment gagner des championnats du monde, Christophe, avec... Oui, au début des années 80, Jean-Louis Tournadre est champion du monde en 1982, donc avec une TZ 250 et une estafette aidée par son père. Oui, c'était, disons que c'était encore... Il a fait la jonction entre le Continental Circus et l'ère moderne des Grands Prix, quoi, on va dire. Jean-Louis, est-ce que c'était mieux avant donc alors? Oui, effectivement, c'était mieux avant puisqu'un pilote privé pouvait prétendre à remporter un titre de champion du monde et au minimum à gagner peut-être un Grand Prix. Faire des podiums était possible avec ces machines-là. Et le tarif était plus élevé que le tarif aujourd'hui pour acheter par exemple une R1 ou en proportion? Ça devait être à peu près la même chose, mais il était difficile d'en obtenir une. Déjà une TZ compé client, il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc il y avait un marché parallèle, c'est-à-dire que les machines de l'année d'avant étaient revendues à des pilotes de moindre notoriété qui les revendaient ensuite. Et toutes ces machines, on finissait par les retrouver en course de côte après 3, 4, 5 saisons de course. D'accord. Christophe, Moto Revue Classique parle pas seulement des motos de compétition. Dans un salon comme ça, Moto Légende, quelle proportion il y a de machines de compétition et de machines qui ne sont pas directement liées à la compétition? Alors il y a une proportion de 32,75%. Non, c'est difficile à dire, mais je sais pas, à la louche, c'est 2 tiers, 1 tiers. En faveur de quoi? De la compétition? Non, des machines de route, si tu veux, mais je dirais qu'à l'époque, qui était beaucoup mieux, bien sûr, si tu veux, il y avait un mélange des genres, c'est-à-dire qu'on prenait une moto de série, on en faisait une moto de compétition, alors tu en trouves beaucoup aussi, c'est ce qu'on appelle des motos coursifiées, selon l'expression consacrée. Alors là je m'en remets à Hubert, qui est un expert pour débusquer les vrais compés clients et les motos à palmarès. C'est justement ça, Hubert, à quoi on reconnaît une vraie moto, une authentique moto qui a roulé d'une réplica? Ah là, c'est très compliqué parce que en 2018, la technique a évolué et il y a des spécialistes pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes et transformer des numéros de série pour... Voilà. Les Italiens sont passés maîtres là-dedans. Hein. C'est le sport national en Italie. Alors quelle est la façon de vérifier? Alors, bien sûr, toutes les motos, même les machines de compétition, ont des numéros de série. Mais là aussi, il faut être prudent parce qu'on peut refrapper les numéros de série. Avec l'impression 3D. Évidemment, il y a des spécialistes. Bon, moi, je connais bien les Yamaha forcément. Donc, avec les numéros, on peut déjà savoir
le type, la cylindrée et l'année de la machine. Puis après, il faut remonter l'historique. Moi, en principe, quand je fais une expertise comme ça, je remonte l'historique actuellement des différents propriétaires jusqu'à retrouver la première année où elle est sortie. Voilà. C'est assez passionnant d'ailleurs comme recherche. Merci Christophe, merci Hubert, merci Jean-Louis. Et maintenant, on va accueillir Giacomo Agostini qui est en approche par derrière. C'est l'effervescence sur le salon Moto Légende avec la venue de Giacomo Agostini. Bonjour Giacomo. Ciao, ciao à tutti. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Sans Concession. Avec nous également Michel Turcot, une autre légende des Grands Prix. Ouais, c'est ça, en devenir. En devenir. Michel, Giacomo, c'est le plus grand pilote de tous les temps au niveau du palmarès. En tout cas, c'est le premier pilote que j'ai vu courir. Parce que j'ai vu mon premier Grand Prix au circuit Paul Ricard en 1975. Moi j'étais grand comme ça. Petit, hein, tu étais petit. C'était pas une très bonne journée pour toi. Non. Tu te souviens? Je suis tombé, non, je pense. Non, il y avait un certain Johnny Cecotto qui t'avait fait du mal ce jour-là. Oui, dans la 75, ouais. Ah oui, tu sais, tu ne veux pas gagner toujours. Hein. Dans un temps, il faut arriver deuxième ou troisième. Oui, et puis tous les champions, ils ont un jour un petit jeune qui vient un peu leur casser les pieds. Hein. Oui, c'est la vie, mais c'est normal, c'est normal. Tu sais, c'est un sport de jeunes. Alors quand tu arrives à un âge, il faut donner la rue à les jeunes pilotes. C'est un message pour Valentino, ça, non? Oh, Valentino, tu sais, chacun il fait comme il veut. Valentino, il a envie encore de courir. Mais aussi, Valentino, ils savent qu'il a des jeunes là, de battre. Et toujours, c'est difficile. C'est la vie. Ne peut pas durer toute la vie, ça c'est dommage. Michel, dans le paddock, on parle encore de Giacomo. Ah oui, bah, Giacomo, tu l'as dit, 122 victoires, il n'y a personne qui a fait mieux. 123. 123. Parce qu'avant, nous avons oublié une. C'est la victoire qu'on discute. Non, c'est dans le 750, c'est une course de championnat du monde. C'est pas, oui, d'ailleurs, Superbike. Les Français ont eu leur premier champion du monde en 750. Sur les tablettes, Patrick Ponce, il n'est pas champion du monde parce que c'était une coupe FIM, mais c'est quand même effectivement une victoire. C'était une course de championnat du monde. La 123e victoire, c'est avec celle-ci. Ouais. Mais officiellement, oui, c'est vrai. Officiellement, la FIM, c'est pas une victoire. Non, la FIM, il m'a donné il m'a envoyé, on va remettre les 123. On va remettre les tablettes à jour. Oui, parce que c'est une course de championnat du monde. C'était la 750, mais aussi aujourd'hui, il a couru avec la 500, le MotoGP avec la 800, avec la 1000. La 750, c'était une coupe. Non. Pour donner une précision, à partir de 74, c'était effectivement la Formule 750. Et en 77 a été instauré le championnat du monde 750, qui a duré jusqu'en 79, 3 saisons. En 77, c'est Steve Baker qui a été champion du monde. Giacomo a terminé 3e. En 78, c'est Johnny Cecotto. Et en 79, Patrick Ponce. Est-ce que c'est un championnat du monde? C'est pas un championnat du monde officiellement reconnu par la FIM? Non, oui. C'est quand même une coupe, c'est une coupe du monde. Non, c'est un championnat du monde. C'est bien, on a le débat. Peu importe, 122, 123. C'était une course de FIM, champion du monde. C'est pas été la Superbike comme elle est aujourd'hui. Non, mais bon, bref, peu importe, 122, 123. En tout cas, tu as toujours le record. Mais derrière toi, il y en a quand même qui essayent de te rattraper. Ah oui. Et il y en a un qui est plus très loin, mais ça va être difficile, c'est Valentino. Par contre, il y en a un qui est encore loin. Mais un certain Marquez, tu devrais t'en méfier quand même. Ah oui, je pense que tu le crains plus que Valentino, non? Je sais que lui, il peut gagner. Je connais parce qu'il a gagné beaucoup, il est très jeune. Il a 25 ans. 25 ans. Il a déjà gagné 7 championnats du monde. Il est vite. Giacomo, Marquez, Valentino, quel est le meilleur pour toi? Bah oui, ils sont deux grands pilotes. Valentino, il était avant, aujourd'hui c'est Marquez, mais ils sont bien tous les deux. Qu'est-ce qui t'impressionne chez Marquez? C'est ce qu'il arrive à faire sur la moto. Toi, tu as vu tout un tas de pilotes amener des nouvelles choses. On a parlé de ça à Rinen, il y a eu Roberts, il y a eu plein d'écoles comme ça. Aujourd'hui, lui, il semble amener un nouveau pilotage avec
ses rattrapages, le coude, il a 3 points d'appui, voire 4 avec le genou, le coude. Qu'est-ce qu'il invente pour toi? Lui, il est un pilote agressif, il aime toujours gagner, il aime toujours être là, il a un grand talent, ça c'est la chose plus importante. Et aussi, il est toujours avec la moto, toujours, je parlais avec son mécano, lui il est toujours là. Et quand il arrive les motos dans l'Amérique ou quand il va en Malaisie et comme ça, lui, quand il arrive la moto, lui il est là. Il est là, il regarde son moto comme ça. Il est encore très jeune et il aime, c'est comme son toys. Son jouet, oui. Oui, que lui il est là toujours, il regarde. Et il n'a pas peur, il tombe, il repart, il tombe encore, il repart. C'est fantastique. Il est toujours à la limite. Et dans la course, maintenant, ils ont commencé à user la tête. Giacomo, on a un pilote français qui était sur Yamaha, on a un autre qui arrive sur Yamaha en MotoGP, donc Zarco et Quartararo. Ils portent des noms italiens tous les deux, Zarco et Quartararo. Quel regard tu portes sur ces pilotes? Non, j'ai vu Zarco, il a fait dans la Moto 2, il a fait le championnat, il a gagné le championnat du monde, il était très vite. Et maintenant en MotoGP, avec Yamaha, il a fait des grandes courses, il n'a pas gagné, mais il était toujours là. Et après, avant la fin de la saison, il était un peu tranquille. Et le dernier, il a commencé, à Valencia, il est tombé, et maintenant il a une nouvelle histoire avec Captain. Il faut attendre, il faut savoir, tu sais, Captain, c'est une moto qui n'est pas encore à niveau de Yamaha, Honda et Ducati. J'espère que Captain aussi il arrive avec un bon moto. Je te pose cette question parce que nous on se demande si Zarco c'est le meilleur pilote français de tous les temps. Non. Est-ce que toi tu as connu des pilotes français j'ai connu beaucoup de pilotes français. Christian Saron, il était très très vite. Patrick Pons, Ruggeri, l'autre Baldé aussi. Hubert Rigal. Hubert Rigal, oui, très bien. On a couru ensemble, mais lui était plutôt devant. Il n'a pas gagné le championnat du monde, mais il était vite. Quel était le plus coriace des Français? Zarco, maintenant, il est vite, il est bien. Tu sais, pour être là, il faut gagner. Tu sais, avec Yamaha, peut-être, il avait une belle moto. Il avait une bonne moto. Il était beaucoup de fois, il était avant Valentino et avant Vignales. Et maintenant, tu sais, avec KTM, maintenant KTM, il n'est pas à niveau des autres. Mais il faut attendre, Quand vous faites des démonstrations sur les circuits, est-ce que vous chamaillez un peu comme à l'époque? Alors, je me suis arrêté et il ne faut pas faire comme je faisais avant. Première, parce que je n'ai pas l'âge. Et deuxième, si tu tombes quand tu as 20 ans, c'est une chose. Quand tu tombes, quand tu as 60 ou 70, c'est une autre. Alors il faut faire attention. C'est des fois, oui, j'ai envie d'attaquer, je fais 2-3 fois une fois en Angleterre avec Fury, avec tous les Anglais. J'ai essayé, après j'ai dit non, je suis stupide. Il ne faut pas faire comme ça parce que j'ai terminé, je n'ai pas l'âge de prendre des risques. Il faut faire des exhibitions, il faut faire des tours comme ça, sans prendre des risques. Laquelle est la plus agréable à piloter, celle-ci ou celle-ci? Les deux, peut-être. Ils sont les deux, peut-être là. Dépend aussi du circuit. Peut-être dans ce circuit c'est mieux ça, dans l'autre c'est mieux l'autre. Il t'est arrivé de chuter récemment avec des motos en démonstration? Oui. Oui? Oui. Oui, c'est avec la MV Agusta, c'est bloqué la rue arrière, c'est bloqué. Oui? L'année dernière? Non, il a 3 années. 3 années à Goodwood. C'est ta dernière chute? Ah oui. J'espère. Ça t'a rappelé des souvenirs? Non, c'était parce que je descendais dans la montagne avec le moteur, il ne marchait pas.
dans le moteur coupé. Le moteur s'était coupé. Et la roue s'est bloquée, la rue, il m'a jeté à l'arrière et j'ai fait une pas bonne chute. Pas vite, mais pas mais bon. Nos Yamaha sont bien préparés, en principe, il n'y a pas de problème technique. Il y a pas de... Hubert, une question. Quand quelqu'un comme Giacomo monte sur ces machines, c'est un peu beaucoup de pression pour toi pour les préparer, ces motos. Tout à fait, c'est pour ça, c'est ce que j'expliquais, c'est que les machines, tout ce qui est sécurité, freins, amortisseurs, c'est du moderne. On va pas faire rouler à Giacomo avec des freins qui ont 40 ans. Est-ce que d'autres pilotes que Giacomo pilotent ces machines? Tout à fait. En fait, on a une dizaine de motos. On a quelques 500 YZR, mais qui sont compliqués à entretenir maintenant, parce qu'il y a beaucoup de magnésium, et le magnésium vieillit mal. Et on a des 750 OW31, comme celle-ci. Donc on a Christian Saron qui roule avec, Steve Baker, Johnny Cecotto. On a fait rouler Katayama aussi également. C'est à peu près toutes les mêmes motos. Voilà, et en principe, ça se passe bien. Il n'y a que Saron qui, lui, dès qu'il monte dessus, baisse la visière et est parti pour un chrono. J'ai une dernière question, Giacomo. Est-ce que tu as pu rouler sur les MotoGP actuelles? Oui, j'ai essayé la moto de Valentino. J'ai essayé, je pense, Valentino, j'ai essayé la Ducati, je pense. Ouais. Oui. Et alors Oui, c'est fantastique. C'est beaucoup différent. La poisson, les freins, les pneus, le cadre, c'est beaucoup différent. J'aime pas l'électronique, parce que l'électronique, il fait beaucoup, et je suis habitué à faire moi-même tout. Et pour nous, l'électronique, c'est pas comment ça dit. Il manque quelque chose. Oui, il faut entraîner pour faire ça. Et peut-être il faut naître avec les motos, avec l'électronique. Parce que tu sais, nous sommes habitués à rouler avec le poignet. Le poignet. Ouais. Ça maintenant, tu fais comme ça et c'est l'électronique qui règle tout. Trop facile. Non, c'est pas facile parce que pour gagner, c'est toujours difficile, mais c'est une habitude, c'est difficile pour nous que nous n'avons pas fait ça. Sur nos motos, quand le troisième poil à partir du coude il se hérisse, c'est que c'est bon. Michel, une dernière question à Giacomo. On est sur le stand Yamaha, Giacomo, mais l'année prochaine, il y a une marque italienne qui a brillé avec toi, qui s'appelle MV Agusta, qui revient en compétition. Qu'est-ce que ça t'inspire? Oui, tu sais, aujourd'hui c'est difficile parce que c'est le moteur. Le moteur, c'est tout le monde, il a le même moteur. Alors, tu sais, c'est très important quand une usine, tu fais les courses avec une usine qui fabrique le moteur. Mais aujourd'hui, le règlement de la fédération, c'est comme ça. Il faut que tu prennes le moteur pour tout le monde. C'est une chose que c'est comme Yamaha qui a un moteur Triumph. Ou c'est comme Ducati qui a un moteur KTM. Però tout le monde est comme ça. Alors, MV Agusta, oui, c'est bien qu'il commence à rentrer. Peut-être un jour, il peut penser à faire des choses plus importantes, j'espère. Tu as vu la Super Veloce à Milan? Ah oui, c'est fantastique. Elle est belle? Belle, très belle. C'est une moto fantastique. Ça te parle? Oui, peut-être on va faire une série de cette moto avec Ago, avec le nom Ago. Ah oui? Peut-être. Va voir. De toute façon, c'est une belle moto. Merci Giacomo, merci Hubert. Merci à vous. Merci Michel. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine dans Sans Concession. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à notre page Facebook et à notre page YouTube. À la semaine prochaine. C'était votre programme moto avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards.